Après 15 ans de médecine, je m'ennuyais un peu, j'avais un peu tout vu et j'ai toujours voulu faire de la recherche, ça me paraissait un métier plus vivant. On ne faisait pas toujours la même chose. Et donc j'ai commencé à faire de la recherche à temps partiel. Puis en 69, je suis parti aux États-Unis pendant 3 ans et demi, où j'ai vraiment appris mon métier de chercheur professionnel. J'étais chercheur à temps plein, ce qui était une rupture complète. J'ai eu la chance là-bas de découvrir une molécule qui n'était pas encore connue. Et puis quand je suis revenu en France, j'ai intégré l'INSERM. Je me suis rendu compte que dans ce pays, personne ne s'intéressait à l'allergie, qui touche pourtant 15 millions de personnes. Et j'ai créé donc une unité de recherche sur l'allergie, ce qui a été très mal vu, parce qu'on ne doit pas chercher sur des choses banales, il faut chercher sur des choses très rares pour être bien vu en France. En 80, j'étais à la tête d'une équipe d'une quarantaine de personnes qui tournait bien, avec un bon niveau international. Jusqu'au moment où nous sommes tombés sur ces expériences tout à fait bizarres et que j'ai accueilli ces résultats de la même façon que les autres. Je les ai triturés pendant 5 ou 6 ans et puis j'ai fait mon boulot de chercheur, c'est-à-dire que je les ai envoyés à Nature, la revue la plus élevée de la recherche, où j'avais déjà publié 4 articles, et donc j'étais connu dans le milieu. Et à ce moment-là, tout a explosé. Un liquide qui est considéré comme simple, alors qu'il est extraordinairement complexe, comme l'eau, aussi banale en tout cas, puisse reproduire l'activité de molécules complexes, a heurté considérablement la communauté des biologistes. Vous pouvez diluer n'importe quel des réactifs de laboratoire que vous utilisez. Nous étions un laboratoire d'allergie à l'époque, de recherche sur l'allergie. Donc nous avons un produit qui déclenche l'allergie à volonté. Dans notre jargon, nous l'appelons un anticorps anti-IgE, mais il peut être ce qu'on veut. Et ce produit, donc dilué, ne devait plus déclencher de phénomène allergique dans le tube à essai, in vitro, comme nous disons. Et en fait, la surprise, d'abord, puis des années de travail pour que ce produit continuait, et continue toujours, nous continuons à faire des expériences de dilution de temps en temps, à exercer un effet alors même qu'il a disparu du tube. Le fait que l'on puisse observer une activité dans un liquide qui ne contient plus de molécules pouvait faire penser, et je pense que c'est exact, que tout se passe comme si, comme on dit en mathématiques, l'eau se souvenait avoir vu cette molécule. D'où l'expression imagée de la mémoire de l'eau. Par exemple, l'eau se comporte comme une bande magnétique liquide. Et lorsque vous enregistrez quelque chose, c'est pas la bande magnétique qui est importante, c'est ce que vous enregistrez dessus. Alors, ce qui est important, c'est pas l'eau, c'est le message que les molécules laissent dans l'eau. Et c'est là-dessus que nous avons travaillé par la suite. Alors ça pose un petit problème parce que nous n'avons pas gardé tout le matériel que nous avions à l'ancienne U200, où il y a eu à un moment donné 40-45 personnes, mais une bonne partie, et donc nous avons mis 450 mètres carrés dans 100 mètres carrés. On nous a alloué ce préfabriqué pour pouvoir que je puisse terminer ma carrière en paix et surtout sans faire de recherche ni embêter personne avec des découvertes intempestives. Alors ce que vous voyez ici, c'est un cœur isolé qui provient d'un cobaye. Ce cobaye a été rendu allergique à de l'ovalbumine, qui est du blanc d'œuf. Et c'est un organe très sensible et qui va détecter de façon très fine, comme dans tous les systèmes allergiques, la moindre trace de blanc d'œuf. Lorsque nous passons de l'ovalbumine, le cœur fait un choc allergique. Si nous passons ce que nous appelons l'ovalbumine numérique, le cœur ne fait pas la différence entre cette ovalbumine numérique et la vraie ovalbumine. De la même façon que notre oreille ne fait pas de différence entre un son numérique inscrit sur un disque compact et la vraie personne qui parle ou qui chante. C'est le même son pour elle. Alors pourquoi numérique? Ça provient finalement, mais c'est l'arrière petite fille de la mémoire de l'eau. Nous avons dit que ce qui est important dans la mémoire de l'eau, c'est pas l'eau, c'est ce qui est inscrit sur l'eau. Et les recherches que nous avons faites dans les années qui ont suivi, de 88 à 91, nous ont montré que cette activité inscrite sur l'eau pouvait être effacée par un champ magnétique. De la même façon que vous pouvez effacer avec un aimant ce que vous avez enregistré sur une bande magnétique, mais pas influencer la parole quand elle sort de la bouche. L'étape suivante a été de transférer cette information magnétique par un amplificateur, comme on le fait pour le son. Et nous sommes aperçus que nous arrivions à transférer par un amplificateur dans une bande sonore, c'est-à-dire une bande comprise entre 0 et 20 kHz, pour être schématique,
donc la bande que nous utilisons habituellement pour parler, pour téléphoner ou pour faire de la musique, eh bien que nous transportions cette activité spécifique d'un tube à un autre, à travers un fil. Nous avons franchi l'étape supplémentaire, c'est-à-dire que puisque c'était un son, finalement, puisque finalement les molécules se parlent par des ondes sonores, elles se parlent comme nous parlons, par des vibrations, et elles entrent en résonance si elles ont la même vibration, eh bien, nous avons enregistré cela sur un disque dur d'ordinateur par l'intermédiaire d'une carte son, comme on peut le faire avec un ordinateur multimédia. Et puis l'étape suivante que nous avons maintenant réalisée et que nous réalisons en routine, c'est évidemment de transférer ces dossiers d'ordinateur à ordinateur par Internet, exactement comme n'importe quel autre dossier. Dans la médecine du futur, il y a deux conséquences. La première, c'est que le médicament pourra être administré par téléphone, inscrit sur une carte à puce, pas le nom du médicament, ni la structure du médicament, l'activité du médicament. Il faut bien acquérir ce principe une fois pour toutes, qui est qu'une molécule est simplement biologiquement active dans sa fonction de signal et est simplement un émetteur d'ondes kilohertziennes. Donc à partir de là, ce que la molécule elle-même n'a aucune importance, comme finalement la forme du larynx de Pavarotti ou de la Callas ou de Johnny Hallyday, on s'en fout complètement. Ce qui intéresse, c'est ce qui en sort, c'est les sons qui en sortent. Donc ce qui est important, c'est ce qui sort des molécules. Ce sont les sons que la molécule envoie pour communiquer avec la molécule spécifique avec laquelle elle peut communiquer par un système de résonance qui est le même que celui que nous utilisons dans la TSF pour transmettre des ondes à distance. Je pense que le médicament molécule, sauf peut-être dans certaines indications très étroites. Je vous donnerai un exemple très simple. Il faudra prendre du calcium pour avoir du calcium véritablement bien dur dans les os. Ça, c'est pas une fonction de signal. Mais très rapidement, les médicaments tels que nous les connaissons deviendront numériques. Et je pense même qu'on se servira des fréquences. Par exemple, un exemple très simple, vous prenez une bactérie, on peut imaginer qu'on va enregistrer son spectre de fréquence et renvoyer à la bactérie son spectre de fréquence en opposition de phase, et la bactérie ne pourra pas communiquer avec l'extérieur, donc va mourir. Et ça se fait actuellement dans les avions, on prend le son, on envoie le même son en opposition de phase, et le résultat c'est du silence. Puisque lorsqu'il y a une phase, on envoie le contraire, donc la résultante c'est zéro. On peut imaginer une médecine complètement électromagnétique de ce type. Bon, cela demandera évidemment beaucoup plus de temps, mais les moyens techniques sont à notre disposition. Voilà, faire. Il faut faire. L'homme est ce qu'il fait. Il n'est pas ce qu'il dit, il n'est pas ce qu'il croit, l'homme est ce qu'il fait. Bonjour Luc Montagnier. Bonjour. Merci d'être dans le studio du 7-9 de Week-end. Faut-il vous présenter? Vous êtes prix Nobel de physiologie et de médecine. Vous êtes le co-découvreur du virus du sida. Vous êtes un chercheur de pointe. Et vous avez poursuivi à votre façon la porte ouverte par Jacques Benveniste. Bien exactement, je suis basé sur des faits, sur des expériences qui concordaient avec les idées de Jacques Benveniste. Donc pour moi, Jacques Benveniste est un grand chercheur, comme vous avez dit, et c'est vraiment scandaleux la façon dont il a été traité. Il est mort, comme vous savez, en 2004, assez, on peut dire, épuisé par toutes ces luttes, et je crois qu'un jour et prochain, il sera complètement réhabilité. Et je pense que c'est une affaire aussi importante que l'affaire Galilée. C'est toujours une idée révolutionnaire que l'eau est un liquide extraordinaire. C'est-à-dire c'est un liquide qui paraît transparent dans un verre d'eau, mais qui en fait est fait de grains, et de grains organisés. Et il y a une autre molécule extraordinaire, c'est l'ADN. L'ADN, la double hélice. Et la double hélice est entourée d'eau. Et ce que j'ai trouvé avec mes collaborateurs, c'est que cet ADN organise l'eau qui est autour, et cette eau garde l'information de l'ADN. Alors ça correspond exactement à ce qu'avait trouvé Jacques Benveniste pour d'autres molécules. Alors c'était la première idée, c'est que l'eau donc peut transmettre des informations biologiques. C'est des idées de Benveniste. Et la deuxième idée, c'est qu'on peut les transmettre à distance par des ondes, parce que cette eau qui est organisée, elle émet des ondes électromagnétiques, comme nous ici, nous correspondons par ondes. Sûr. Mais la nature aussi le fait depuis très longtemps, sans qu'on le sachions. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous vous sentez seul à dire ça? Non, bien sûr, nous ne sommes pas seuls. Je suis notamment soutenu par des physiciens qui, justement, travaillent sur la structure de l'eau depuis un certain temps. Et dans 2 semaines, on va célébrer la mémoire de quelqu'un qui est mort aussi, d'un physicien que connaissait bien Benveniste, qui s'appelait Giulio Preparata, qui est un Italien de Milan. Donc c'est pas, non, je suis pas tout seul, mais je suis quand même assez isolé en biologie parce que là, il faut une révolution mentale, n'est-ce pas? Les biologistes en sont restés encore à Descartes. Descartes, l'animal-machine, les rouages, les engrenages. Or, après Descartes, il y a eu Newton, la gravité.
une force qui se transmet à distance. Il y a eu Maxwell, la découverte des ondes électromagnétiques. Donc tout ceci, les biologistes l'ignorent totalement. Les biologistes actuels, les biologistes moléculaires, imaginent les contacts entre les molécules par des contacts physiques, n'est-ce pas? Alors que c'est bien les molécules, ce que disait Medvedis, peuvent correspondre également à distance. Donc c'est une révolution mentale et ça prend du temps. Et c'est dommage parce que il y a aussi des applications médicales. Le sida, par exemple, nous détectons des ondes dans le sang, notamment des patients traités par la trithérapie. Donc des patients en principe qui vont mieux, mais qui ne sont pas guéris, car le virus est toujours là, et il émet donc des ondes et de l'ADN qui émet ces ondes. Voilà, faire. Il faut faire. L'homme est ce qu'il fait. Il n'est pas ce qu'il dit, il n'est pas ce qu'il croit, l'homme est ce qu'il fait.